Bonsoir à tous. Le bruit que vous venez d'entendre, c'est une cassette qui est tombée. C'est la cassette des Chants de France des chœurs Montjoie-Saint-Denis, numéro 8. C'est pour ça que ça fait beaucoup de bruit. Oui. D'ailleurs, on va en écouter un morceau dans pas longtemps. D'accord ? Bon. Ce soir, nous recevons Karl Lang. Bonsoir. Que je vais appeler Jacques, forcément. Alors, je lui présente mes excuses dès Jacques, le début. s'il vous plaît, Jacques. Dès le début, parce que c'est une vieille habitude entre nous, à chaque fois je fais le coup. Je m'y fais très bien, tu sais, à l'usage. Oui, je m'en doute, mais il faut s'habituer à tout. Nous recevons également Emmanuel Ratier, qui est journaliste, écrivain, qui est l'auteur de livres fort intéressants et qui publie depuis quelque temps une lettre confidentielle d'information rare et sélectionnée, on en parlera. Nous recevons Daniel Raffard de Brienne, qui nous parlera d'un courrier qu'il a reçu et dont il a indiscrètement publié l'essentiel, sont les lettres martiennes. Et puis nous recevrons Béatrice Basse et Édouard de Lumley. Quel joli nom, on dirait un nom de la table, le chevalier de la table ronde ou quelque chose comme ça. C'est un vieux nom anglais qui remonte à la période saxonne. Vous êtes venu avec votre vache? Je préfère les vaches françaises. Donc Béatrice Basse et Édouard de Lumley, qui sont membres de l'Action étudiante pour l'Ukraine, et qui viendront nous parler d'un projet qu'ils ont, qui est très très avancé, d'organiser un convoi pour l'Ukraine, un convoi humanitaire pour l'Ukraine. Avant, je vous rappelle une tradition qui est déjà bien installée, puisqu'elle a commencé la semaine dernière, et qui consiste à nous retrouver après l'émission chez la Mère Agitée, 21 rue Campagne Première. Alors, c'est pas difficile, il y a 25 places. Donc, les 25 premières personnes qui téléphonent sont retenues. Le prix du triangle, comme on dit chez les Francs-Mac, est de 250. Oui, ça, c'est les Francs-Mac qui payent 250 francs. Nous, on n'a pas les moyens, on paye que 150. Donc, le prix du repas est de 150 francs. C'est bon, je vous le dis, c'est sympathique, on s'amuse bien. On prend pas plus de 25 personnes parce que au-dessus, on n'est pas plus de 25 personnes parce qu'au-dessus, on pourrait pas bavarder. Donc, si vous voulez venir, vous téléphonez au 43 35, 56 64. 43 35, 56 64. Et il n'y aura pas de vache. Il n'y aura plus que de bœuf ni de taureau, il y aura du cochon. Et le cochon, c'est bon. Voilà. Si vous voulez bien, on va écouter une chose qui est, je sais pas si c'est beau parce que je l'ai pas entendu, mais on va l'écouter. C'est la prière des Francs, interprétée par le chœur Montjoie-Saint-Denis. Et ça nous permettra de dire deux mots sur les cérémonies d'hommage de célébration du baptême de Clovis. Prière des Francs. Dieu tout-puissant et éternel, qui avait constitué l'empire des Francs comme instrument de votre sainte volonté à travers le monde, et comme épée et bouclier de votre sainte Église, nous vous en prions, guidés de votre céleste lumière, toujours et partout, les fils des Francs suppliants, afin qu'ils voient ce qu'ils ont à faire pour réaliser votre règne en ce monde, et que pour accomplir ce qu'ils auront vu, ils grandissent avec persévérance dans la charité et la force. Salut,
Voilà, je coupe pour une raison bassement commerciale. C'est que si je vous laisse enregistrer, après vous n'achetez pas la cassette. Et les pauvres du cœur montjoie, ils ne pourront pas payer les traites de leurs Rolls et de leurs instruments de musique d'ailleurs. Parce que moi j'ai connu le cœur montjoie Saint-Denis à une époque où la seule chose qu'ils portaient à la bouche c'était des verres de vin. Et maintenant, on sent, il y a des fifres, il y a peut-être une trompette, il doit y avoir des corps de chasse, des tas d'engins, des guitares, mais ça, ils ne portent pas. Les costumes. Et des costumes. Ils sont beaux, hein. Enfin, ils sont beaux. Si, ils sont très beaux. Si, ils sont beaux. Oui, ils sont beaux. Voilà. Karl Lang, bonsoir, donc. Bonsoir. Alors, on va pas faire semblant de se tutoyer. Vous voyez, non, on va se tutoyer. On va se tutoyer, on va faire comme... Parce que maintenant, tu n'as plus de responsabilité de direction dans le mouvement, donc on peut faire exactement comme si tu étais un être humain, quoi. Alors, en 2 mots, ça fait combien de temps maintenant que tu as quitté tu as remis, en quelque sorte, ton titre de secrétaire général du mouvement du Front National? Écoute, Bruno Gollnisch m'a remplacé au mois d'octobre de l'année dernière, ça fait donc 6 mois. Ouais. Et depuis octobre 95, je me consacre à une nouvelle fonction au sein du Front National, qui est celui de la direction du département des affaires sociales, puisque les événements de l'hiver dernier l'ont démontré, les problèmes sociaux en France sont considérables, la France est de fait en état de choc social, et la vocation du Front National est éminemment sociale. Et nous allons faire la démonstration d'ici à 1998 que seule une politique nationale, une politique de préférence nationale, une politique de protection nationale, une politique de reconquête du marché français peuvent amener à régler les problèmes sociaux du pays autour de 3 axes principaux. Premièrement, une politique pour l'emploi. Deuxièmement, une politique pour la famille, une vraie politique familiale. Troisièmement, une autre politique de protection sociale pour les Français. Alors ceux qui avaient dit que tu quittais le secrétariat général pour te reposer, ils sont complètement trompés. Parce que, oui. Ou alors si tu as fait ça, c'est toi qui t'es trompé. Non, c'est pas une situation de tout repos. Non, Serge, je suis resté 7 ans secrétaire général du mouvement et je suis parti après l'élection présidentielle et les élections municipales. Précédant une période de 3 ans sans élection, il était temps de passer la main. On ne peut pas rester 10 ans secrétaire général d'un mouvement comme le Front National, me semble-t-il. Donc, je suis tout à fait satisfait que Bruno Gollnisch ait pris ma succession. Je me consacre à autre chose. Le mouvement que tu as quitté, n'avait pratiquement plus rien à voir avec le mouvement dans lequel tu étais entré en tant que secrétaire général déjà, je veux dire. Parce qu'en 7 ans, l'évolution a été quand même assez incroyable. C'est passé d'un petit mouvement politique à une grosse organisation, on peut dire. Maintenant. Oui, nous sommes devenus une organisation nationale, enracinée, implantée, qui a présenté 550 listes municipales au mois de juin de l'année dernière. Donc nous sommes devenus un grand mouvement politique, un grand mouvement populaire, un grand mouvement national, mais cela va continuer et les efforts d'implantation, d'organisation, d'enracinement du Front National doivent se développer, se développeront dans l'avenir. Ma préoccupation aujourd'hui est de permettre au Front National de se doter d'un programme social rénové et conquérant afin de démontrer et que nous sommes vraiment le premier parti ouvrier de France. Tu le sais, lors de l'élection présidentielle, Jean-Marie Le Pen a obtenu le plus grand nombre de voix dans l'électorat ouvrier et dans les classes sociales en difficulté. Cela représente une immense espérance chez tous ces Français exclus ou en situation de difficulté.
la gauche et les libéraux parlent toujours du tiers-monde, eh bien nous parlons aussi du quart-monde français, de ces Français qui souffrent, de ces Français qui espèrent dans le Front National pour la mettre en place une autre politique. Ce matin, il y avait sur France Inter, parce que j'écoute France Inter, il y a un monsieur qui a téléphoné et qui a dit « Nous ne sommes pas manipulés ». Alors, le journaliste, le speaker, le parleur de France Inter, il a dit, attendez, vous parlez de quoi? Parce qu'ils disent qu'ils nous ont manipulés. Nous ne sommes pas manipulés, nous sommes apolitiques. Nous ne sommes pas manipulés, nous sommes la classe ouvrière en révolte. Ce qui est un propos typiquement apolitique, tout le monde l'aura compris. Et ce brave homme qui essayait de démontrer que les Maliens, donc, de Saint-Ambroise n'étaient pas manipulés, démontrait exactement le contraire en tenant un discours langue de bois qu'on sentait avoir été écrit dans les officines du parti par les spécialistes de l'agite-propre. C'était à hurler de rire. Alors donc ça c'est la classe ouvrière, et puis il y a l'autre, il y a les ouvriers, il y a les gens qui travaillent, qui votent plutôt pour le Front National. Nous faisons un double constat. Premièrement, la gauche qui traditionnellement se vantait de défendre les ouvriers, les travailleurs, etc., a trahi et trompé ces ouvriers français, puisque l'héritage socialiste, on le connaît, le chômage, la régression sociale, les difficultés quotidiennes, la nouvelle pauvreté, ça c'est le bilan socialiste. Mais nous constatons parallèlement à cela que les libéraux qui gouvernent depuis 93, comme ils l'ont fait entre 86 et 88 et comme ils l'ont fait entre 74 et 81, n'ont pas été capables de mettre en place une autre politique économique et sociale. Nous croyons qu'il faut une rupture avec ce qui se fait depuis 20 ans. J'avais dit qu'il y aurait moins de pauvres, c'est vrai, au fond il y a moins de pauvres dans le Parti Socialiste que quand ils ont pris le pouvoir. Donc ils ont déjà commencé à réaliser une partie de leur programme. C'est vrai qu'à l'intérieur du Parti Socialiste, il y a de moins de pauvres grâce à Emmanueli, mais il n'y a pas que lui, autre chose. Non, c'est vrai qu'on en a vu quelques-uns qui étaient arrivés, ils avaient à peine de quoi faire ressembler leur pompe. Maintenant, ils peuvent se payer un cordonnier comme dans leur personnel de maison, quoi. Bien sûr. Non, alors donc pour dire que aujourd'hui, nous pensons réellement que devant l'échec socialiste d'une part et l'échec libéral d'autre part, il faut une politique sociale qui s'appuie sur le principe national, la doctrine nationale. Puisque qu'ils soient sociodémocrates ou libéraux, ils sont tous, les représentants de cette classe politique, inféodés à l'idée de l'application de l'Europe de Maastricht. Or, la logique économique de l'Europe de Maastricht, c'est une logique d'ouverture économique vers un mondialisme et vers un ultralibéralisme. Et cette logique maastrichtienne est parfaitement incompatible avec une politique pour l'emploi des Français. Et lorsque Jacques Chirac, président de la République, déclare ces jours-ci qu'il faut mettre en œuvre une Europe sociale, eh bien l'Europe sociale est incompatible avec l'Europe de Maastricht. Et donc il s'agit là d'un tour de passe-passe démagogique, il s'agit de propos mensongers et trompeurs, au même titre qu'il avait parlé durant sa campagne présidentielle de la fracture sociale. Parler aujourd'hui de l'Europe sociale dans le cadre de Maastricht, c'est une incompatibilité totale. En plus, je vois vraiment pas ce qui le qualifie, lui spécialement Chirac, pour aller donner des conseils ou plutôt des prescriptions sociales au niveau européen. Si on voit ce qu'il a fait en France, en tant que Premier ministre, 2 fois, il a quand même été Premier ministre. Il faut rappeler ça. J'ai l'impression qu'il est tombé tout frais, qu'il est sorti de l'œuf il y a quelques mois, qu'il est devenu président de la République simplement sur sa bonne mine. Mais enfin, il a quand même fait ses preuves avec Giscard comme Premier ministre. Il a recommencé avec Mitterrand. Et pour autant que je sache, enfin moi je sais pas, je commençais déjà à m'intéresser un peu à la politique à cette époque-là. Je veux pas le souvenir qu'il ait fait des étincelles. Je peux pas dire que ça a été absolument extraordinaire son passage aux affaires. Non. D'ailleurs, ça a été tellement peu extraordinaire que la deuxième fois, il a tenu le temps de se faire virer. Enfin, il a surtout signé. Monsieur Ratier. Il a surtout signé l'autorisation de regroupement familial pour l'immigration. Par exemple. Qui est un phénomène fondamental. Oui, qui est un phénomène qui a eu des résultats brillants. On le voit aujourd'hui, mais donc on peut pas dire qu'il ait beaucoup réussi sur le plan social en France. Je vois pas du tout ce qu'il qualifie pour proposer une Europe sociale. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire une Europe sociale au fond? On peut vraiment se poser la question. Une Europe sociale, ça supposerait qu'il y ait une équité, une identité de traitement entre tous les Européens. Or, dans un bloc comme l'Europe où il y a à la fois des Grecs, des Espagnols, des Allemands, des Suédois et des Français, je vois pas du tout quelle unité égalité de traitement il peut y avoir. C'est ridicule. N'est-ce pas? Il est clair que la
priorité sociale, c'est une priorité pour l'emploi. C'est pas la première des politiques sociales, c'est une politique qui permette l'embauche, qui permette aux Français de trouver un emploi et de vivre dignement de leur emploi, condition pour fonder une famille et puis avoir une vie sociale décente. Or, la logique économique de Maastricht, qui est une logique de concurrence sauvage, d'ouverture vers le monde, d'ultralibéralisme, encore une fois, n'est pas compatible avec la défense des productions nationales. Et nous pensons donc qu'il faut produire français en France, avec des Français. C'est un principe que nous défendrons. Puis il y a un deuxième aspect sans le développer, mais qui est important et auquel sont sensibles les auditeurs de Radio Courtoisie, c'est le problème de la politique familiale. Depuis 20 ans, on a sacrifié la politique familiale. Et tout ce que l'on dit aujourd'hui en parlant des difficultés que nous aurons en 2015 de gestion des retraites est dû en grande partie au déficit démographique. N'est-ce pas ? Quand nous sommes dans une situation de France avec un taux de fécondité de 1,65, il est évident que la population française vieillit et que depuis 1974, la politique familiale a été abandonnée scandaleusement et qu'il serait urgent de remettre en place en France une vraie politique de défense et de promotion de la famille française, avec, comme le souhaite le Front National, la mise en place d'urgence d'un salaire parental pour les mères de famille ou les pères de famille qui le souhaiteraient. Ça, c'est une autre priorité qui conditionne la relance démographique et la possibilité que la France survive au début du troisième millénaire. À propos sinon du social, au moins des capacités présentées par le gouvernement actuel, il y a une constatation qui a été faite hier par Le Pen, qui concerne les prévisions du ministère de l'économie. C'est assez terrifiant quand on voit que le ministère de l'économie avait prévu 2,8% de croissance en 96 et maintenant annonce au maximum 1,3%, avait prévu la création de 290 000 emplois et reconnaît qu'il y en aura au maximum 15 000. On se dit que vraiment à ce niveau de marge d'erreur, on est au cœur au maximum de l'incompétence. C'est inimaginable de penser que on entretient des centaines, voire des milliers de technocrates au ministère des Finances et qui sont absolument incapables de faire des erreurs inférieures à moins de 50, voire 80% d'évaluation. Mais il faut que nos auditeurs soient vigilants et bien à l'écoute de ce qu'on leur dit dans les médias. Puisqu'il y a encore quelques semaines, on parlait du printemps économique de la France. On annonçait qu'un certain nombre d'informations économiques nous permettaient de croire que la France allait s'engager dans une politique de relance. Cela est faux. Ça n'est pas le printemps, c'est l'hibernation. Une société qui survit avec un taux de croissance de 1 ou de 1,5, c'est une société qui sera incapable de régler les problèmes de l'emploi, les problèmes sociaux. Et voilà pourquoi, malgré les promesses, malgré les manipulations médiatiques, eh bien, les gouvernements libéraux socialistes se révèlent incapables à régler les problèmes. Il faut donc changer de politique. Moi, je ne peux que dire à tous nos compatriotes qui se plaignent de la situation dans laquelle ils se trouvent, c'est leur poser une question simple. Pour qui avez-vous voté ? On ne peut pas tout à la fois se plaindre de ces problèmes d'emploi, de niveau de vie, de cotisation de retraite, d'insécurité, etc., tout en continuant à voter pour les mêmes depuis 20 ans. Il faudra bien un moment ou un autre que les Français se prennent par la main et se disent que si on veut tourner la page de tout cela, et la seule possibilité électorale et politique, c'est de voter pour le mouvement national qui lui propose que la France suive une autre voie, un autre chemin. Ce qui est évident, ce qui est frappant surtout, c'est l'extraordinaire brièveté du délai qui s'est écoulé entre les promesses et leur trahison. Parce que d'habitude, quand même, le pouvoir fait semblant pendant quelques semaines, quelques mois, disons, d'engager les politiques qu'il avait annoncées pendant la campagne électorale. Oui. Or là, c'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque presque immédiatement Chirac a avoué qu'il avait menti et qu'il était incapable de tenir ses promesses électorales. C'est tout à fait extraordinaire à ce point-là. Oui, mais sur le plan fiscal, par exemple. Oui. Mais Serge, nous avons fait campagne, nous, en 1993, en disant aux électeurs français, attention, RPR, ça veut dire revenir pour recommencer. Et donc nous avions informé l'opinion qu'ils feraient à partir de 93 ce qu'ils avaient fait entre 86 et 88. Voilà, ce sont les mêmes hommes depuis 20 ans, les mêmes programmes, le même discours, les mêmes logiques, qui ont démontré leur inefficacité, voire leur nuisance. Alors il faut
que le peuple français analyse cela et en tire les conclusions qui s'imposent. Et ce qui s'impose, c'est le changement. Alors, si tu veux, on va écouter un tout petit bout de musique de nos amis du Chœur Montjoie, et puis on va voir quelles sont les propositions que tu fais avec le Front National dans le sens de ce changement. Vous écoutez Radio Courtoisie, où Serge de Beketch reçoit en ce moment Jacques. Pardon, vous voyez, je l'ai dit. Mais non, Karl Lang. Et je vous lis quelques messages d'auditeurs. Alors, je suggère à notre ami Karl Lang de ne pas utiliser les mots exclu et exclusion, qui sont des mots piégés de la gauche et de ceux qui leur ressemblent. Et puis, dans la conquête sociale qui doit être la nôtre, il faut dénoncer et condamner sans ambiguïté le libéralisme, le libre-échangisme sauvage. Seule la nation peut nous protéger des conséquences du mondialisme. Et là, un autre avis, ne parlez pas des libéraux qui ont gouverné la France, car il n'y a jamais eu de politique libérale. Tous ont fait une politique marxiste. Vous pouvez peut-être nous répondre à ce sujet. Il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait justes. J'utilise le terme d'exclu parce que, n'est-ce pas, c'est la solidarité entre exclus. Je me sens moi-même politiquement exclu, ainsi que les millions de Français qui votent Front National. Nous sommes exclus de la vie politique, puisque nous n'avons pas le droit, malgré les 2,5 millions ou 3 millions de Français qui ont voté pour nous aux dernières élections législatives, d'avoir une représentation à l'Assemblée nationale. Donc effectivement, mais notre auditeur a tout à fait raison de dire que c'est un terme véhiculé par la gauche. Au demeurant, il y a des Français exclus de la société française et qui se sentent en situation d'exclusion. Malheureusement, on ne parle jamais d'eux, n'est-ce pas? Permettez-moi simplement de remarquer que 95% des SDF sont des Français. Oui. Les sans domicile fixe sont des Français, et si on inverse SDF en FDS, ça revient à la même chose. Sans domicile fixe, c'est souvent Français de souche, mais ça, personne n'en parle vraiment. On se préoccupe de tout ce qui vient de l'extérieur et rarement de la misère, de la pauvreté et des difficultés de notre peuple. Nous sommes le parti du peuple français. Nous sommes les défenseurs du peuple français, et notre objectif est national, avec la vocation sociale dont je parlais tout à l'heure. La remarque de l'autre auditeur concernant le libéralisme est tout à fait justifiée. Encore une fois, je pense que la condition de la réalisation de vraie politique sociale passe par la préférence nationale et la protection nationale. Oui, et alors ça amène à une question d'une auditrice qui dit, une réflexion d'une auditrice qui dit: je suis très blessée qu'on laisse élire un communiste, dans le cadre de votre exclusion à vous, justement. Alors, n'est-ce pas, là, il faut que les choses soient bien claires. À toutes occasions, lorsque le Front National se retrouve en situation de deuxième tour face à un candidat de gauche, depuis des années, le RPR et l'UDF, au nom du Front républicain contre le Front National, appellent à voter à gauche contre le Front National. Oui. N'est-ce pas? Donc, l'acte d'hostilité politique est réalisé en premier par le RPR-UDF à l'encontre du Front National. Et aujourd'hui, nous pratiquons ce que l'on pourrait appeler la dissuasion du faible au fort, c'est-à-dire que puisque le RPR et l'UDF font voter systématiquement à gauche contre nous, nous avons décidé de leur rendre la monnaie de leur pièce, comme avertissement, en souhaitant d'autre part qu'ils prennent bien conscience qu'on ne peut pas, dans une société en crise, continuer d'avoir une Assemblée nationale non représentative. Parce qu'aujourd'hui, du fait du mode de scrutin majoritaire rétabli par le RPR-UDF en 86, l'Assemblée nationale n'est pas représentative et des millions de Français n'ont pas le droit d'être représentés, défendus à l'Assemblée nationale. C'est une négation de tous les principes de base de la démocratie et de la République. Il faut donc que M. Juppé et son gouvernement tiennent compte de cela et qu'ils permettent au mouvement national d'être légitimement représentés. Tant que le RPR-UDF auront une position d'hostilité et une volonté d'élimination du Front National, nous ne changerons pas de ligne et nous leur lançons un avertissement solennel avant 1998. Il est clair que si rien ne change, le RPR-UDF en 1998 perdront 250 députés. Je crois qu'il y a une chose qu'il faudrait dire aussi, ou qui est un sujet de réflexion qu'il faudrait proposer aux auditeurs qui ont cet étonnement, c'est le suivant: qu'est-ce que le gouvernement actuel a fait depuis 9 mois que les socialistes n'auraient pas fait? C'est tout. Qu'on nous cite, moi je lance un concours, tiens, voilà. Citez-nous une
une seule décision politique, un seul acte politique qui a été posé par la majorité chiraco-giscardienne, disons pour simplifier, ou Léotardo, je ne sais quoi, qui n'aurait pas été fait du temps de Mitterrand. Voilà, j'attends une réponse. Emmanuel Ratier. Un petit élément de réponse, puisqu'on parlait de l'élection de 7, où effectivement un communiste a remplacé M. Yves Marchand, qui est un membre des forces démocrates. M. Marchand a fait, je crois, ce qu'aucun responsable socialiste n'avait fait depuis 10 ans. Il y a 15 jours, il a demandé qu'on enlève la nationalité française à Jean-Marie Le Pen. Parce qu'il considérait que le Front National avait un pouvoir de nuisance dangereux. Alors après, il ne faut pas s'étonner qu'il soit battu, puisqu'il est battu par sa propre bêtise. Il y avait un excellent dessin de Char qui montrait deux élus RPR, enfin le RPR et l'UDF qui étaient sur le point d'être précipités dans un gouffre, et qui lançait militant du Front National cette apostrophe. Alors, espèce d'ordure, tu vas nous aider à en sortir. C'est exactement ça. Ce sont des gens qui nous méprisent, qui nous haïssent, qui nous vomissent, qui font tout pour nous marginaliser, pour nous faire condamner, pour nous faire museler, pour nous interdire de parole, pour nous interdire de publication, pour nous interdire de représentation nationale. Ils ont tout organisé pour qu'on n'ait pas de députés au Parlement français. Ils sont en train de tout organiser pour qu'on n'ait pas de députés au Parlement européen, qu'on n'ait plus de représentation régionale, cantonale, municipale. Ils ont frappé d'interdit les 3 villes de France dans lesquelles nous avons des élus, et moyennant quoi, ils viennent nous voir et ils nous disent: il faudrait quand même que vous nous aidiez à continuer à rester au pouvoir pour pouvoir poursuivre nos magouilles, nos combines, nos malversations. C'est invraisemblable. Mais c'est invraisemblable. Et en plus, ils disent qu'il faudrait priver Le Pen de sa nationalité française. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ces gens ont organisé, je faisais le calcul cet après-midi, depuis 1974, la naturalisation de 25 000 étrangers par an. C'est-à-dire au minimum 500 000 étrangers qui sont aujourd'hui des Français de papier, et ils veulent retirer la carte d'identité française à Le Pen. Ce sont des fous furieux. Et moi je suis désolé, c'est une question de santé mentale nationale. Il faut surtout pas laisser le pays entre les mains de ces fous furieux. Alors comme de toute façon, fou pour fou, que ce soit des socialistes, social-communistes ou des RPR, UDF, c'est la même chose, je vois moi aucune raison de choisir entre, comme le disait Le Pen, la vérole et le sida. Oui, j'ajoute, Serge de Beketch, qu'il y a, n'est-ce pas, que les socialistes fassent du socialisme, ça ne surprend personne, que les communistes fassent du communisme, ça ne surprend personne, et surtout pas leur électorat. Mais ce qu'il y a de scandaleux dans l'attitude du gouvernement et de la majorité actuelle, c'est qu'ils se font élire sur un certain nombre de valeurs, sur un certain programme, en s'appuyant sur une certaine opinion, et qu'ils mettent en place une politique contraire à leurs engagements et aux espérances des électeurs qui ont voté pour eux. Je prends un seul exemple. Il y a un électorat gaulliste traditionnel en France. Or, Jacques Chirac et le gouvernement Juppé mettent en place dans le cadre de Maastricht une politique qui va mener à la disparition de la souveraineté nationale, de l'indépendance nationale. Prenons un seul exemple. Le passage à la monnaie unique, c'est la négation de l'indépendance et de la souveraineté française. Quand il n'y aura plus de francs, il n'y aura plus de France. Les choses doivent être claires. Un État et une nation qui ne disposent pas de sa monnaie propre est un État et une nation qui n'a plus de souveraineté, qui n'a plus d'indépendance et donc qui n'a plus de liberté historique. On se prépare dans l'indifférence générale et véhiculée par une classe politique censée défendre d'autres valeurs que celles-là, à diluer la France dans un magma européide au sein duquel la nation française et le peuple français auront perdu leur identité, leur indépendance et leur souveraineté. Nous n'acceptons pas cela. Et c'est vrai qu'il s'agisse des socialistes ou qu'il s'agisse des centraux ou centristes ou libéraux, ils sont soumis à cette logique de Maastricht et ils mènent dans ce domaine la même politique nuisible pour la France et nuisible pour le peuple français. Donc nos auditeurs ne doivent pas avoir d'état d'âme, n'est-ce pas? Le choix aujourd'hui, c'est entre le mouvement national et la classe politique dans son ensemble. Ça n'est pas un choix entre les socialistes et les RPR et l'UDF. Voilà. Les socialistes, les libéraux socialistes et les socialistes libéraux, c'est la même chose. En plus, je veux dire, ce sont des gens qui se sont mis, qui sont les larbins des gnomes de Bruxelles. On le voit là, par exemple, avec cette histoire extravagante des vaches folles,
où les Français prennent la décision minimum, je dirais, de ne pas bouffer la bidoche empoisonnée que nous envoient les Anglais, soupçonnée d'empoisonnement, on n'en sait rien, mais enfin le minimum, quand on sait ce qui s'est passé avec le sang contaminé, c'est d'avoir la prudence, je dirais, élémentaire, de ne pas aller plus loin tant qu'on ne connaît pas la vérité. Eh bien, les gnomes de Bruxelles disent, alors on crée donc un label, on envisage de créer un label viande française, et les gnomes de Bruxelles disent, vous n'avez pas le droit, c'est contre la législation européenne. Mais la législation européenne, on s'en fout. On s'en branle complètement, je le dis clairement. Le jour où il va y avoir des gosses qui vont crever dans les hôpitaux parce que ces ordures de mercantiles qui ont nourri des vaches avec des cadavres de moutons auront voulu gagner encore plus de fric. Le jour où il va y avoir des gosses qui vont crever dans les hôpitaux français, qui on ira voir? Quel gnome de Bruxelles on ira voir pour lui dire « Vous nous avez interdit de nous défendre contre votre empoisonnement et maintenant nos enfants meurent ». Est-ce qu'on va marcher dans ces combines? C'est vraiment, on est dans un système de folie. Et moi je dis aux auditeurs, aux gens qui croient sincèrement qu'il y a une différence entre les socialistes et les RPR-UDF, vous vous trompez totalement. Il n'y a aucune différence. C'est une différence de casquette. C'est exactement comme les marques de lessive. Vous croyez que l'une lave mieux que l'autre? C'est pas vrai. C'est le même produit qui est simplement présenté dans des boîtes différentes. Et ben ces gens-là, c'est les mêmes produits. Mais écoutez, il faut regarder LCI, cette chaîne de télévision du câble, qui organise des duels, ce qu'ils appellent des duels entre des représentants. Et il y a un duel qui revient tout le temps entre Devedjian et Moscovici, socialiste. C'est à hurler de rire. C'est Foutit et Chocolat. C'est Madame, c'est Mireille Miroska. C'est prodigieux, c'est passe-moi la rhubarbe, je te passerai le séné, vous en êtes un autre, mais qu'est-ce que vous êtes intelligent, mais pas tant que vous, cher ami, et qu'est-ce que vous avez bien compris le problème, mais pas autant que vous, cher ami. Enfin, c'est ça tout le temps. Ils sont francs-macs dans les mêmes loges, ces gens-là. Ils se serrent la cuillère, ils se gratouillent la paume de main à longueur de journée, et vous voudriez qu'ils soient opposés les uns aux autres. C'est une mauvaise plaisanterie. Comment vous choisir entre, je le répète, la vérole et le sida? Ce sont les mêmes. Donc, moi, je crois que c'est tout à fait logique de dire, écoutez, on choisit pas, on s'en fout que ce soit socialiste. Au moins, bon, ceux qui sont au pouvoir ont plus de pouvoir de nuisance que ceux qui sont dans l'opposition. Donc on vote pour ceux qui sont dans l'opposition. Ça me paraît clair. Et si demain les sociétés reviennent à l'opposition, on votera contre eux. C'est tout. Tant que les Français n'auront pas compris qu'il faut en sortir. Nous sommes dans l'opposition, nous aussi, à ce gouvernement. L'opposition nationale, l'opposition populaire, l'opposition sociale. Et nous sommes aujourd'hui, en fonction de ce que nous avons dit, dans une opposition totale. Parce que ce gouvernement mène une politique antinationale, anti-française, antisociale. Et il faut changer de politique. Et voilà pourquoi nous allons tout faire pour rassembler autour du Front National toutes les forces nationales, tout le peuple français qui désire, qui espère en une autre politique, une politique de sursaut, une politique de défense de ses intérêts, une politique de préférence française, une politique de préférence familiale, une politique de préférence sociale. Il n'est que temps de nous arracher de la pente du déclin et de la décadence. Nous pensons, nous, avec Jean-Marie Le Pen, que le sursaut est toujours possible à la condition que les Français se prennent en main eux-mêmes, qu'ils cessent de subir avec fatalité, qu'ils cessent de se plier, qu'ils cessent de courber les chines. Ils ont la possibilité, grâce au bulletin de vote, de faire part de leur mécontentement et de leur volonté d'autre chose, qu'ils utilisent cette arme démocratique-là, qu'est le bulletin de vote. S'ils ne veulent pas le faire, alors qu'ils ne se plaignent pas de la situation dans laquelle ils se trouvent. C'est une des vertus, je dirais, du scrutin démocratique, c'est que les peuples décident de leur avenir, en responsabilité, du moins nous l'espérons. Et s'ils font les mauvais choix, eh bien ils assumeront les mauvais choix. Notre mission à nous, c'est de leur fournir la possibilité de prendre une autre route. En plus, j'ajouterais que c'est un comportement parfaitement démocratique que celui qui est observé par le Front National en ce moment, parce que c'est vrai qu'un parti qui représente en gros 5 millions de sympathisants, d'adhérents, d'électeurs, et qui est exclu de toutes les formes de la participation à la vie publique, il serait parfaitement fondé, comme l'a dit Le Pen récemment, à faire appel à contenu du préambule de la Constitution, qui est le droit à l'insurrection. Il serait fondé à le faire, or il ne le fait pas. Il dit simplement la seule arme que vous avez, la seule arme que vous pouvez vous permettre d'utiliser, c'est l'arme du bulletin de vote.
Absolument, c'est l'insurrection électorale. Vis-à-vis de gens qui sont tellement peu démocrates qu'ils interdisent à 5 millions de tous leurs concitoyens, c'est-à-dire un concitoyen sur 6, un concitoyen électeur sur 6, c'est pas rien. Ils leur interdisent d'avoir des représentants, donc ces gens-là ne sont pas des démocrates, ce sont des plutocrates, ça n'a rien à voir. Eh bien, face à ces gens-là, le seul argument, c'est de dire, effectivement, l'insurrection démocratique, l'insurrection électorale, nous ne voterons pas pour vous, nous ne participerons pas à votre gouvernement ou à votre politique, d'autant qu'elle est calamiteuse. Moi, je crois que c'est parfaitement clair, ça. Un auditeur répond à la question que vous avez posée. Qu'ont-ils fait depuis qu'ils sont au pouvoir que n'auraient pas fait les socialistes? Eh bien, ils ont augmenté les impôts, parce que les socialistes n'auraient pas osé. Oui, pardon, c'est vrai. J'ai omis cet aspect de la question. Je voulais dire, qu'ont-ils fait de bien? Il faudrait dire à Juppé et au gouvernement Juppé, rends-nous notre argent. Voilà. Et parce que taxe, impôt, trop, c'est trop. Balladur a augmenté la CSG, passé de 1,3 à 2,4. Juppé a instauré la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Plus les années passent et plus il y a d'impôts nouveaux qui écrasent la France du travail, qui écrasent la France qui produit la richesse, ce qui a des conséquences économiques et sociales catastrophiques. Et c'est vrai que ce gouvernement fait du socialisme et du fiscalisme et qu'il est temps que ça cesse. Quelles sont les réactions des Français que toi tu constates en tant que responsable de ces questions sociales quand ils s'adressent à toi ou n'est-ce pas? Bon, il est évident aujourd'hui que le problème principal c'est le problème du chômage, n'est-ce pas? Et donc dans ce domaine, je le rappelais tout à l'heure, nous avons un principe qui est un principe de préférence nationale et de protection nationale. Il faut reconquérir le marché français. Et pour reconquérir notre marché national, il faut produire français en France avec des Français. Et la solution pour réaliser cette politique, c'est de permettre à nos entreprises d'être concurrentielles par rapport à des productions qui viennent du monde entier. Or, si l'on accepte dans tous les secteurs des importations sans taxes douanières ou pratiquement sans taxes de douane dans tous les domaines, eh bien, les productions françaises ne peuvent pas être compétitives. Je ne prendrai qu'un exemple, c'est celui de l'industrie textile que je connais bien puisqu'il reste 52 000 ouvriers du textile dans la région Nord-Pas-de-Calais. Si l'on continue à accepter la logique de la concurrence mondiale, dans 10 ans, il n'y aura plus un seul ouvrier du textile dans le Nord-Pas-de-Calais. Deuxième conséquence de cette ouverture de ce ultralibéralisme, ce sont les délocalisations. Les entreprises françaises, pour bénéficier d'un coût de main-d'œuvre beaucoup plus faible qu'en France, délocalisent, ce qui fabrique du chômage français, n'est-ce pas? Alors, il faut tourner le dos à cette logique de concurrence mondiale, de concurrence sauvage, d'ultralibéralisme, en protégeant le marché communautaire, ou à défaut, le marché national. Si l'Europe n'est pas capable de remettre en cause sa politique économique et de prendre les dispositions rétablissant des barrières douanières protégeant le marché européen, il faudra que la France le fasse et en tout cas que le mouvement national, que le gouvernement national auquel nous aspirons le réalise. C'est la seule solution pour nous arracher à la désintégration industrielle et donc à la désintégration sociale. C'est le premier axe qui est essentiel. Le deuxième axe, je le rappelais aussi tout à l'heure rapidement, c'est la mise en place d'une politique sociale, d'une politique familiale, pour relancer la natalité, pour permettre aux mères de famille, aux pères de famille qui le désirent, de disposer d'un statut et d'un revenu leur permettant de s'occuper de leurs enfants. Ça n'est pas une illusion. Une politique volontariste est efficace. L'exemple de la Suède social-démocrate, j'avais déjà eu l'occasion de le dire sur les ondes de Radio Courtoisie, dans un pays où 80% des femmes travaillent et qui est de tradition social-démocrate, eh bien grâce à une sorte de salaire parental, ils ont un taux de fécondité de 2,1. C'est-à-dire que quand l'on veut se doter les moyens financiers d'une politique familiale, on arrive à des résultats. Et puis le troisième grand chantier qui sera le nôtre, c'est celui de la refonte du système français de protection sociale, qui est aujourd'hui coûteux, archaïque, obsolète, opaque et parfaitement non démocratique. Il y a pour le seul régime général de la sécurité sociale dans ces trois branches 1070 milliards de francs lourds, 1070 milliards de francs lourds qui sont gérés de manière
confiscatoire et parfaitement scandaleuse, n'est-ce pas? Nous n'acceptons pas, nous, pour le seul exemple de la Caisse nationale d'assurance maladie, que Force ouvrière se trouve là en situation de gestion et de privilège, alors que Force ouvrière n'a aucune légitimité pour gérer les 550 milliards de francs de la seule Caisse nationale d'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés. Il faut remettre de l'ordre dans tout cela. Il faut que les Français reprennent par l'intermédiaire de l'État les rênes de ce système, et ce sera là aussi la mission de l'État national. C'est de doter la France d'un système de protection sociale garantissant la défense et la sauvegarde des travailleurs français dans tous les domaines, la maladie, la famille ou les retraites. On ne peut pas continuer comme nous le faisons depuis 10 ans, c'est-à-dire accepter que les déficits s'ajoutent aux déficits et que ce gouvernement finalement ne prenne pas d'autres mesures que d'augmenter les contributions. Le résidu du plan Juppé, c'est les 0,5% de redressement de la dette sociale, voilà. Et puis demain ou dans 6 mois, ce sera 1%, puis 1,5%. Mais là encore, comme sur le plan strictement politique, on est un peu atterré de voir à quel point les Français se laissent faire. C'est invraisemblable qu'ils acceptent ce qui se passe dans les organismes sociaux, où depuis, je ne sais pas combien maintenant, Emmanuel Ratti, vous savez peut-être ça mieux que moi, depuis 10 ans ou moins, les élections n'ont pas eu lieu. Les élections qui étaient depuis 83, c'est-à-dire depuis 13 ans. Les gens, depuis 32 ans. Les gens qui ont été élus à ces postes, et qui étaient élus pour une durée prévue par la loi. Je crois que c'était 5 ans. Pour 5 ans, se sont reconduits eux-mêmes dans leur propre fonction. C'est-à-dire, c'est un véritable pronunciamento. Et alors, encore une fois, quand on dit que nous autres nationalistes, nous sommes des adversaires de la démocratie, c'est honteux. Ce sont des crapules antidémocrates qui nous disent ça. Vivent sur le fric des organismes sociaux. Les salariés financent un certain nombre d'apparatchiks syndicaux. Voilà, par leur cotisation sociale, ça c'est la vérité. Des milliers d'apparatchiks syndicaux sont financés par les cotisations sociales des Français. Et puis d'autre part, j'ajoute qu'il y a un Yalta politico-syndical entre le pouvoir politique et les syndicats. On a laissé ainsi à FO la gestion de la Caisse nationale d'assurance maladie, la CFTC les allocations familiales, la CFDT les allocations vieillesse. Et puis, il y a une entente entre le patronat et les syndicats et le pouvoir politique pour que tout le monde se partage un petit peu, bon an, mal an, toutes ses responsabilités, toutes ses prébendes et tous ces avantages-là. Mais qui paye la note? Ce sont les Français, ce sont ceux qui cotisent de plus en plus d'année en année et qui perçoivent de moins en moins. Alors, il est temps que cela cesse, et le Front National, force de gouvernement, s'il était en situation de gouverner, prendrait politiquement le contrôle de ce système afin de le redresser au bénéfice des Français. Et ceci se ferait dans la transparence et dans le respect démocratique, puisque nous pensons qu'il appartiendrait à l'État de réorganiser tout ce système et d'en rendre compte devant le Parlement. Ainsi, si Monsieur Dupont ou Madame Durand ont demain à se plaindre de leur système de protection sociale, ils sauront à qui s'adresser. Ils s'adresseront à leurs députés ou ils s'adresseront à leurs ministres, alors qu'aujourd'hui, essayer d'envoyer une lettre de protestation si vous payez trop de cotisations, c'est l'irresponsabilité la plus totale. On ne sait pas exactement qui fait quoi. La première des choses à faire dans ce système français de protection sociale, c'est de redéfinir qui fait de quoi, qui est responsable de quoi et qui dépend de qui. Et puis il y a une formidable incompétence, il y a une incurie. Moi je suis témoin là d'une situation familiale où on attend une carte de sécurité sociale depuis 6 mois. C'est impossible de l'obtenir. Impossible. Il y a tout le temps un retard, il y a le dossier perdu, on ne sait pas, non, on l'a pas, on va voir, on va vous écrire. C'est hallucinant. Il y a une pléthore incroyable de fonctionnaires qui passent leur journée à ne rien foutre. Il faut dire, quand on va dans les bureaux de sécurité sociale, on voit, c'est aujourd'hui, on s'accorde à dire que dans toutes les régions frontalières, le vote Front National est en progression. C'est une sorte de réaction identitaire, de défense, de réflexe de ceux qui ont l'habitude du contact avec les autres peuples et qui respectent les autres peuples et qui défendent la paix, qui sont attachés à la paix, mais qui sont aussi attachés à la notion de défense de leur identité propre, et de leur culture et de leur liberté.
Merci Karl. Tu restes avec nous parce qu'on va poser des questions qui arrivent. Je peux vous lire quelques-uns ? Oui, on peut le faire maintenant. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie. Le Serge de Beketch reçoit en ce moment Karl Lang. Alors, pourquoi le Front, ça c'est quelqu'un qui n'a pas entendu le début de l'émission, pourquoi le Front se désiste-t-il pour permettre une élection communiste à 7 et que va-t-il passer dans l'Orne ? Alors, il y a une réponse du professeur, une réponse du professeur Jacques Vesset qui nous dit « L'électeur du Front est souvent au second tour comme un soldat qui a devant lui un ennemi et un traître. S'il n'a qu'une balle à tirer, il choisit naturellement de la tirer sur le traître. » C'est joli comme image, ça lui ressemble bien, professeur Vesset. Mais n'y a-t-il pas des recours légaux possibles contre le fait que la sécurité sociale soit dirigée par des gens qui n'ont plus aucun pouvoir légal pour le faire ? Ça, il y a probablement des recours. Il faudrait porter plainte. Ça peut être amusant comme résultat. Ça permettra à une plainte d'être classée ou non. Mais bien sûr, comme le disait Karl tout à l'heure, il y a le Yalta syndical politico-syndical joue à fond. Donc, il y a probablement aucun moyen de remédier à ça. La solution est politique. La prochaine fois dans l'urne. J'ai entendu sur une radio économique que dans les grands groupes français, 30% du capital sera américain. Qu'en sera-t-il du chômage ? Il ne sera pas payé par les Américains, ça c'est sûr. Quels moyens peut-on mettre en œuvre pour arrêter ce désastre national ? On constate par ailleurs l'inversement de la justice. Inversement de la justice. Ah ça c'est un vaste débat. Monsieur Emmanueli se plaint de la justice française. Nous avons été ô combien plus lourdement sanctionnés par cette même justice, n'est-ce pas ? Il faut le rappeler. Et Jean-Marie Le Pen est souvent lui aussi victime d'une certaine forme de justice assez politique, je dirais. Il est évident que si Serge Martinez ou Jean-Pierre Revaux, qui gèrent les finances du mouvement, avaient commis le centième de ce que s'est permis Emmanueli, il serait en tôle aujourd'hui. Quand on voit que Samuel Maréchal a été condamné à 8 mois de prison avec sursis en première instance pour s'être défendu au cours d'une attaque dont il était la victime. On imagine, là c'est clair que ces gens qui prétendent être victimes de la justice sont protégés par la justice, mais on sait pourquoi. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est évidemment la connivence maçonnique là qui joue comme elle joue ailleurs. La magistrature française est littéralement enverminée par la maçonnerie. La classe politique française est littéralement prosternée devant les loges. Donc ces gens-là, c'est encore une fois les frères Lagratouille. Et ils font semblant de s'envoyer des anathèmes, de se condamner et tout. Mais il faut rappeler une chose, c'est que Monsieur Emmanueli, dans cette affaire, à quoi est-il condamné ? Pour l'instant, il est condamné à quelques mois de prison avec sursis. Il est condamné à rembourser 30 000 francs, alors que les malversations pour lesquelles il a été condamné portent sur des centaines de millions de francs. Je me trompe ? Je crois pas me tromper. Emmanuel, je vous prends à témoin. Si je me trompe, dites-le. Non, enfin peut-être quelques dizaines. Urbain ? L'affaire Urbain n'était pas forcément directement concerné. Ah bon, enfin, les commissions étaient de l'ordre sans doute de dizaines de millions. Et j'aurais donné un exemple, un autre exemple de cette inversion des valeurs. J'en parle cette semaine dans ma lettre. Il y a monsieur Jean Euler, qui est maire adjoint de Strasbourg, ancien député européen, ancien député évidemment socialiste, c'est un adjoint de Catherine Trottmann. Il est président des HLM de la communauté urbaine de Strasbourg. Il a été condamné pour avoir fait effectuer des travaux chez lui gratuitement par une filiale de Bouygues, qui évidemment travaillait en même temps pour les HLM de la ville de Strasbourg. Monsieur Heller, donc, est obligé de s'en aller, parce qu'il a été condamné, j'ai pas les documents sous la main, mais je crois à 18 mois de prison avec sursis, 30 000 francs d'amende, 5 ans de privation de ses droits civiques. Bon. Ben, il part. On pourrait se dire, il va y avoir quelque chose qui change. Ben non, il y a son directeur général qui envoie une note à l'ensemble des directeurs de groupe par zone, qui ont pour charge de distribuer à l'ensemble des employés travaillant pour les HLM, c'est-à-dire les concierges, les jardiniers, les agents d'entretien, des fiches où ils sont priés de noter les remarques critiques à l'égard de monsieur Euler ou critiques à l'égard de la mairie qui seraient tenues par les locataires. Ensuite, ça doit être sans... Oui, c'est même paru dans la... Enfin, c'est
tout paru en tout petit dans la presse. Ensuite, ça devait être centralisé et envoyé à la direction. Madame Trottmann, qui est évidemment une militante de la Ligue des droits de l'homme, a authentifié le document. Elle a parlé de maladresse. Si jamais Monsieur le Chevalier à Toulon, Monsieur Bompard, ou même un quelconque maire, on pourrait dire RP Rudev, osait faire ça, mais la CNIL serait saisie, il y aurait des manifestations dans la rue, il serait condamné. Ben là, il n'y a pas de plainte de la mairie, le directeur général est toujours en poste, et voilà. Alors, puisque vous avez commencé à parler de votre lettre, il faudrait préciser ce que c'est, puisque nous, on le sait, je crois que Karl est abonné, comme il est d'ailleurs abonné au Libre Journal. C'est une excellente lettre, ainsi que le Libre Journal. On a vraiment des lecteurs de qualité. Donc, cette lettre, ça s'appelle Faits et documents. Oui, j'ai repris le nom, je trouvais ça plus simple, de la maison d'édition que j'ai montée. Donc, c'est une lettre que le 3e numéro paraît demain, qui sort tous les 15 jours, qui fait 12 pages. Il y a uniquement des informations et aucun commentaire, et il n'y a pas d'éditorial ou ce genre de choses, c'est assez différent de ce que vous faites. C'est très ratier, c'est très... je voudrais pas qu'on prenne mal ce que je vais dire c'est très sec. C'est sans fioriture. On peut pas dire que ça soit très porté sur l'exaltation mystique, le discours romantique. C'est Monsieur un tel a fait telle chose, tel jour, à telle heure et à telle adresse. J'essaie de donner des renseignements qu'on voit pas ailleurs et qui peuvent avoir une certaine utilité. C'est formidable. Prendre des choses qui sont pas très pas trop parlé ailleurs. Bon, évidemment, je parle. Vous avez dû remarquer parce que j'ai pas mal d'informations en ce moment. Je donne pas mal d'informations sur les francs-maçons, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a une campagne contre moi déjà, et je pense que j'aurai quelques problèmes. On verra. Mais je vais vous donner un exemple. C'est des petites choses. Moi, je pars toujours de petits faits quand ils sont symptomatiques. Vous avez l'équipe de Ralfron. Ralfron, c'est un groupe anti-Front National qui s'écrit à peu près dans toute la France. Ils ont des lettres locales. À Rouen, ils ont un petit journal, et maintenant, ils appellent au boycott, avec les noms, les adresses des gens, en disant ces gens-là sont membres du Front National, boycottez-les. Alors il y a des restaurants, des avocats, des médecins, des dentistes, des marchands d'appareils photo, ce genre de trucs. Les gens n'ont en général pas été candidats à des élections. Ça veut donc dire que c'est de la dénonciation pure et simple, et ça s'appelle boycott. Bon, cette semaine, dans ma lettre, moi je donne la liste des membres du bureau de Ralfron et de Maritime, et puis des associations qui en dépendent, parce que ça me paraît normal. Voilà. C'est une bonne idée. Je trouve qu'il vaut mieux répliquer à l'adversaire de cette manière, c'est pas la peine de mettre de commentaires. Alors je vais pas vous demander d'où vous tirez vos informations, parce que je pense que vous ne le diriez pas. Surtout confraternellement, ça vous intéresse pas du tout de nous le faire savoir. Non, mais vous le savez, puisque j'ai travaillé pendant plusieurs années avec vous. C'est uniquement je ne dirais rien, même si en cherchant, en lisant, en fouillant. Oui, parce qu'il y a une chose, qui est peu connue finalement du grand public, c'est que tout est écrit. Oui, à l'époque où on était à Minute Ensemble, il y avait une lettre confidentielle qui s'appelait la lettre bleue. Donc je crois que vous êtes occupé. Moi, en tout cas, je m'en suis occupé à une époque. J'en ai même été le créateur. Et je me souviens très bien, le premier abonné, ça a été l'ambassade de l'Union soviétique. Oui. Voilà, je m'en souviens très bien. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à monter mes trucs, c'était les premiers qui achetaient mes bouquins. Et ils étaient abonnés à un moment à 15 500 publications en France. Ils recevaient tout. Je peux dire qu'ils ne sont pas abonnés au Libre Journal. C'est vrai qu'il n'y a plus d'ambassade de l'Union soviétique. Ils ont un peu disparu. Bon. Mais à force de lire et de recouper, d'avoir quand même une certaine connaissance des choses, c'est vrai qu'on finit par apprendre énormément il faut savoir faire le tri. Bon, et puis en plus, il faut savoir quand même fouiller, parce qu'il n'y a pas d'annuaire, par exemple, des francs-maçons, ils ne sont pas disponibles. Existe, donc il faut vraiment chercher pour les trouver. Les annuaires des loges, ça existe, mais c'est bien caché. Oui. Je suis actuellement d'ailleurs en procès avec la Bibliothèque nationale. Enfin, j'ai saisi la CADA pour pouvoir les consulter. Oui, parce que c'est déposé à la Bibliothèque nationale. Alors j'ai demandé mais on n'a pas le droit de les consulter. Alors j'ai demandé les documents qui permettent, le document de dépôt des loges à la Bibliothèque nationale, et qu'on me dise dans quelles conditions on peut les consulter, et s'il y a un document qui interdit leur consultation. Alors ça fait déjà la 3e fois que je saisis la CADA, parce que... La CADA, qu'est-ce que c'est ? La Commission d'accès aux documents administratifs. Parce que le directeur de la Bibliothèque nationale, m'a répondu la première fois aimablement, la 2e fois il m'a pas répondu, la 3e non plus, et je n'arrive pas à voir les documents. Semble-t-il, les documents n'existent pas.
Alors c'est quand même bien sévère par y arriver. Évidemment, puisqu'il s'agit de documents, en tout cas pour ce qui est des annuaires des obédiences, peut-être pas les annuaires des loges. Les annuaires des loges en général sont des photocopies, mais les annuaires des obédiences sont imprimés et par conséquent déposés conformément à la loi à la Bibliothèque nationale. Oui, vous savez, conformément à la loi, il y a très peu de choses. Quand j'ai fait mon enquête sur le Bnei Brit, le Bnei Brit n'a jamais déposé aucune de ses publications auprès de la Bibliothèque nationale. Ils avaient même pourtant un numéro de commission paritaire, ce qui est quand même formidable. Ils ne se sont jamais soumis à aucune des lois françaises en matière de publication. Karl, tu disais tout à l'heure que tu étais abonné à la lettre de Ratier Faisier Documents. À quoi ça te sert à toi en tant que moi, je trouve ça extrêmement intéressant, et aussi sur la forme, puisque c'est le style d'Emmanuel Ratier, tu le rappelais. C'est une succession de petites informations qui sont extrêmement utiles pour tous ceux qui essayent de comprendre le pourquoi du comment, je dirais. Il y a un certain nombre de décisions politiques, de prises de position sociales, que les Français ne comprennent pas parce qu'ils ne connaissent pas la face cachée des choses. Et grâce à ce type de documentation, grâce à Faits et Documents, grâce aux travaux d'Emmanuel Ratier, eh bien, on découvre des affinités, on découvre des liens qui sont tout à fait souterrains et qui traversent les séparations politiques. Les Français pensent encore à tort qu'il y a une différence entre un socialiste et un membre du CDS, n'est-ce pas? Mais on s'aperçoit qu'il y a des liens qui sont des liens souterrains, qui sont des liens de différents ordres, qui permettent d'expliquer une sorte de compromission politique généralisée, et que tous ces gens-là, finalement, pensent la même chose. Il y a un très bon exemple dans la lettre numéro 2. Il y a un portrait. Bon, il y a de quelque temps, on a vu émerger d'un seul coup, d'une façon totalement inattendue, un des, alors je sais pas combien ils sont, de 20 000 avocats, jeunes avocats en France. Je sais pas, je dis 20 000, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est plus ou moins. On a vu donc un personnage d'un seul coup sortir, on l'a vu partout, on a vu sa signature dans la presse, on l'a vu prendre des dossiers lourds, dont on pouvait s'étonner qu'un avocat aussi jeune se voit chargé. Et puis, quand on lit le portrait qui en est fait dans Faits et Documents, on comprend tout. On voit les liens, les réseaux, les connivences, les ascenseurs se mettre en route. C'est absolument passionnant. Là, ça devient très 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 clair. On comprend. Et en plus, on peut prévoir que ce personnage, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, va prendre de plus en plus d'importance si les petits cochons ne mangent pas. Et va devenir quelqu'un de tout à fait premier plan dans la vie politique française, ce qui est intéressant parce que ça permet de le suivre à partir de là, de le suivre d'un œil intéressé. Et puis je voudrais donner un autre exemple pour dire que les choses, je parle de choses assez souvent très confidentielles, totalement inédites, mais je reprends un certain nombre d'informations qui me paraissent totalement méconnues. Et j'en donne un exemple que connaît bien Karl Lang, qui est le vote qui a eu lieu à l'Assemblée européenne à propos de la levée d'immunité parlementaire de Bernard Tapie. On se rappelle que Bernard Tapie, sa levée a été refusée, et donc il est toujours député européen. Aucun journal français n'a donné la liste des députés français, n'a donné leur vote. Bon, moi je l'ai mis, et j'ai mis en particulier, j'ai donné la liste complète de tous les présents, et on a eu la surprise de constater, et il n'y a pas de secret, c'est Damien Barillet, qui est le bras droit, je dirais, de Bruno Maigret, qui travaille avec lui, qui s'occupe de la lettre de Jean-Marie Le Pen, était opposé à Bernard Tapie dans la circonscription des Bouches-du-Rhône. Et il y avait un autre candidat qui était Hervé Favreau-Brespy. Monsieur Hervé Favreau-Brespy, aujourd'hui, est député européen du groupe Villiers. Monsieur Favreau-Brespy, député européen du groupe Villiers, s'est abstenu pour la levée d'immunité parlementaire de Bernard Tapie. Alors, c'est quand même intéressant. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est tellement énorme que Damien Barillet, qui était candidat contre lui, et qui sera certainement candidat dans de prochaines élections, il n'avait pas eu l'occasion de vérifier. Évidemment, il devait penser que les gens de Villiers avaient tous voté pour la levée, donc monsieur Favreau-Brespy avait dû voter avec eux. Non, il s'est abstenu. Et alors, il a eu un argument absolument extraordinaire. Il a dit, je me suis abstenu parce qu'il était candidat contre moi dans la même circonscription. Ce qui ne veut rien dire. Mais il n'empêche qu'il s'est abstenu.
Et donc, modestement, je pense avoir donné un bon argument de campagne à Damien Barrier pour les prochaines législatives, en disant Monsieur Fabre-Brespi est un pourri. Alors, le dernier aspect intéressant de cette lettre, enfin le dernier, c'est pas le dernier, mais un des aspects intéressants de cette lettre, c'est qu'elle rompt avec une tradition bien installée dans le domaine des lettres confidentielles, qui était d'être totalement inabordable financièrement. Or là, vous pratiquez des tarifs, on peut en parler, je crois, non ? Des tarifs qui me paraissent... oui, je connais un peu la question des prix de la presse, tout à fait raisonnable. Non, c'est extrêmement simple. Bon, on s'abonne pour 1 an, il y a 21 numéros. Alors il y a des gens qui m'ont dit pourquoi 21, tout simplement, comme je la fais tout seul de A à Z, il faut de temps en temps que je me repose. Bon, donc c'est pas vraiment nécessaire. Il n'y a pas 24 numéros, il y en a 21. Bon, ça coûte 495 francs par an. On peut s'abonner pour 2 mois ou pour 3 mois ou pour 6 mois. Et si on renouvelle l'abonnement, on a droit au tarif de 495 francs pour l'année. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce prix alors que la quasi-totalité des lettres confidentielles sont à 3, 4, 5 000 francs, etc. Simplement parce que je n'ai que des abonnés privés. J'ai absolument pas d'abonnement de société, etc. Et je connais pratiquement aucun privé qui soit dans la mouvance du Front National qui soit capable de se payer une lettre confidentielle à 4000 francs. Donc il faut être clair. Et puis en plus, mon but n'est pas de gagner de l'argent, il est quand même d'essayer d'en vivre un minimum. Et donc, j'ai essayé de trouver un prix qui soit le plus bas possible en fonction des informations que j'apportais et du public que je vise. Parce qu'il y a des gens qui me disent « mais ça serait formidable, vous devriez faire un routage auprès des directeurs de personnel ou des PDG d'entreprises, mais il n'y en a pas un qui s'abonnera. » Quand j'ai sorti mon encyclopédie politique, j'ai fait un routage complet auprès des députés, des sénateurs de l'Assemblée nationale et du Sénat. J'ai dû faire 8 ventes. Les députés ne s'intéressent pas à la politique, ils n'y connaissent rien. Vous allez à la bibliothèque de l'Assemblée nationale, il n'y a jamais un gars qui bosse. Il y a plus d'employés, en général, à la bibliothèque de l'Assemblée, que de personnes qui sont en train de travailler, y compris les assistants parlementaires. Alors que vous avez une des plus belles bibliothèques de France. Je sens que vous allez sombrer encore dans l'antiparlementarisme primaire. Donc je vous arrête tout de suite, c'est pas le genre de cette émission. Un auditeur vous demande si on pourrait pas recevoir gratuitement un exemplaire de la lettre fait document pour avoir une petite idée avant de s'abonner. Oui, mais et pouvez-vous donner vos coordonnées justement où on peut vous joindre et obtenir vos ouvrages? Eh bien, il faut m'écrire à Faits et Documents, boîte postale 254. Il a failli oublier le numéro de la boîte postale. Non, c'était pour que les gens aient le temps d'attraper leur stylo. Boîte postale 254-09. 75 424, Paris, CEDEX 09. C'est une des adresses les plus romantiques que j'ai jamais entendues. On demande aussi une adresse où on pourrait joindre Monsieur Lang. Où peut-on vous joindre pour éventuellement vous proposer certains projets? Je crois qu'on vous prend encore à la direction du Front. Oui, bien sûr. Mais avez-vous un bureau à Paris? Oui, on peut me joindre au siège national du Front National, 4 rue Vauguyon à Saint-Cloud. On peut m'écrire à mon nom, cela me parviendra, bien sûr. Alors, Monsieur Daniel Raffard de Brienne, on parlait de lettres confidentielles. Là, on va parler de lettres qui ne sont plus confidentielles puisque vous les avez publiées. Qu'est-ce que c'est que ces lettres martiennes? Dites-moi donc comment vous avez pu vous procurer la correspondance privée d'un martien. Je garderai la même discrétion qu'Emmanuel Ratier, j'ai aussi mes sources et je ne peux les divulguer. Mais je vous ai écouté les échecs discuter avec beaucoup d'intérêt et je dois dire aussi avec une indignation croissante et une surprise du même métal. Vous parlez des Maliens, vous parlez des Français, vous ne parlez pas des Martiens. Or, il se trouve que nous sommes menacés, vraisemblablement, par une immigration martienne. Le problème n'est pas tout à fait immédiat, mais nous avons déjà des observateurs en place, qui ressemblent à vous et moi. D'ailleurs, dans ce petit livre, j'ai mis un portrait de martiens actuels. Oui. Ils n'ont pas de dieu à pédoncule, ni de tentacules. Sans ça, évidemment, on les reconnaîtrait dans le métro. On voit des choses très très bizarres dans le métro. On les reconnaît quand même à des détails. Ils portent des charentaises, ils ont un béret et une baguette sous le bras. C'est cela. Oui, dans l'ensemble. Et donc il y a des observateurs martiens et j'ai eu la chance de recevoir, de détourner, je dois le dire, avant expédition, une quarantaine de lettres
qu'ils envoyaient à leurs mandants pour expliquer ce qu'ils ont trouvé. Alors c'est d'ailleurs ce qui me rend un petit peu optimiste. Je pense qu'après réception de ces lettres, il est douteux que les Martiens envisagent de s'installer chez nous, compte tenu du fait que ces lettres décrivent la société telle qu'elle est, y compris l'administration dont on parle. Ils sont quand même un peu circonspects, pour dire le moins. Pour dire le moins, oui. Il arrive des aventures assez déplaisantes à ce pauvre Martien. Nous les trouvons peut-être un peu amusantes, mais enfin, lui, il n'a pas l'habitude, vous comprenez. Je veux dire que c'est irrésistible. Il faut bien le dire. Hein. Moi, la première fois que j'ai rencontré Daniel, je vais faire une confidence. La première fois que je lisais Daniel Raffard de Brienne depuis longtemps, je lisais ses travaux sur comment dirais-je, on pourrait dire de théologie, peut-être pas de théologie, mais de réflexion sur le philosophique, théologique, etc., sur le Saint-Suaire et tout. Et je pensais, mais je le dis alors tranquillement, que M. Raffard de Brienne était... Emmerdant. J'allais dire raseur, pardon. Je m'attendais à rencontrer un monsieur extrêmement compassé, confiant en dévotion et ne laissant échapper que des paroles d'une grande austérité grisâtre. Et je suis tombé sur je le dis le mot, un joyeux drille, un joyeux compagnon, quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Et alors, un jour, il m'a fait lire ces lettres martiennes, qu'on a publiées d'ailleurs, dans le journal, excellent journal, au demeurant. Et il y a des choses irrésistibles, car c'est construit sur le modèle, naturellement, de notre excellent camarade Montesquieu. Oui, qui était quand même un peu austère par moment. Qui lui était un peu, oui. Mais, alors c'est cette façon, c'est donc le regard, censément, de quelqu'un qui comprend pas tout ce qui se passe, mais qui voit très bien ce qui se passe. Et vous avez fort justement commencé votre bouquin par un des meilleurs papiers, une des meilleures lettres, qui est la lettre intitulée En attendant l'OM. Alors l'OM, ça s'écrit L-O-H-E, accent grave M-E, et vous dites, il s'agissait aujourd'hui d'aller vénérer un certain l'OM. À l'excitation de mon terrien, j'ai compris que ce personnage était un grand prophète. Bref, nous nous sommes retrouvés dans un immense temple à ciel ouvert, au milieu rien, pas même un autel, ou une estrade, tout juste de l'herbe, tout autour des gradins chargés d'une foule innombrable, hurlant des invocations, agitant des bannières et drapeaux sacrés, soufflant dans des trompettes liturgiques. C'était très bruyant et fort laid, j'en étais tout abasourdi. La ferveur des terriens a quelque chose de réellement très primitif. J'attendais avec curiosité le début de la cérémonie. Quand une bande de jeunes garçons a surgi en trottinant sur le gazon, il précédait sans doute l'OM, car le vacarme des tribunes s'est encore amplifié, mais l'OM n'est pas apparu, etc. Et alors il y a une description du délire footballistique vu comme cérémonie expiatoire, propitiatoire, je ne sais quoi, c'est très très drôle. Voilà. Alors, c'est ce pauvre Martien, qu'est-ce que vous voulez? Et alors il regarde tout. Il regarde tout. L'automobile, les vacances, les chiens, les rapports aux voisins, les HLM, tout ce qu'on peut imaginer. Mais comment ça se passe dans votre tête psychologiquement? Car on peut faire, on va faire une révélation aux auditeurs. En réalité, c'est pas de la correspondance que vous avez dérobée, c'est de la correspondance que vous avez inventée. Oui, j'avais pas vraiment les moyens. Comment on se met dans la peau d'un Martien? Ah j'en sais rien. Ça démarre comme ça et puis on arrive au bout du papier. Parce qu'au fond, vous regardez les choses avec une espèce de candeur interloquée qui est impossible pour quelqu'un qui vit à l'intérieur de ces choses. Oui, je suis pas sûr que ça soit si candide que ça. Ah bon? Oui, non. Vous me décevez, là. Je croyais que vous étiez sincèrement surpris du pas vraiment. Du déroulement de l'existence. Je vois l'arrière des choses, si vous voulez. Mais tout est drôle, non? Oui, la vie. Moi aussi, je trouve la vie extrêmement amusante. Je suis comme mon ami Sanders qui trouve qu'on vit une époque épatante. Moi, je m'amuse beaucoup. L'histoire des vaches folles, pour moi, c'est une des plus drôles histoires qu'on puisse imaginer. Dans la mesure, par exemple, où il faut quand même être clair, les vaches folles, depuis, ça fait maintenant 10 ans que Jean-Claude Martinez, ça fait 10 ans, je me trompe pas, ou 8 ans en tout cas, que Jean-Claude Martinez avait dit, voilà ce qui se passe, on nourrit les vaches avec des cadavres de moutons, ce qui est déjà mourir de rire, je veux dire, il faut être toqué comme un technocrate bruxellois pour avoir une idée pareille, il faut être complètement givré. Vous dites ça à un paysan, à nos grands-pères, on aurait dit à nos grands-pères, mon gars, on va nourrir tes vaches avec les cadavres de tes moutons, il aurait dit, vous êtes toqués les mecs.
Bon, et ben on fait ça. Et Martinez a dit, ça va provoquer des drames. Bon, ça a provoqué effectivement des drames. Il l'a annoncé. Les Français que les cadavres des vaches, qui ont voilà. Les cadavres des moutons, etc. Il l'a annoncé il y a 8 ans. Je me souviens très bien, car il l'avait annoncé dans Minute, on avait fait un grand papier dans Minute, que ça avait provoqué des torrents de sarcasme. Alors vraiment, vous les nationalistes, l'extrême droite, vous êtes des fous, vous voyez le danger partout, vous êtes des obsédés, vous êtes des paranoïaques, ah là là, c'est ridicule, ça tient pas debout, etc., etc. Maintenant, on est en plein dedans. On m'a appelé Madame Barzac avec Le Pen. C'est exactement ça, c'est l'histoire du sida. On est en plein dedans. Et alors on en fait, on passera l'expression, un énorme fromage, alors qu'on pense qu'il y a une dizaine de cas d'encéphalite en Angleterre. C'est-à-dire qu'on est en train de provoquer une panique sans précédent et probablement avec des conséquences économiques épouvantables pour un phénomène qui entraîne 1000 fois moins de conséquences que l'automobile, par exemple. Or, il y a beaucoup plus de gens qui mangent du bœuf que de gens qui conduisent des voitures. Donc ça touche beaucoup plus de monde. Oui, mais quand vous voyez certains agités du côté de la rue Saint-Honoré, vous demandez s'ils n'ont pas bouffé de la vache folle, non? Mais il y a les Icarias. Après tout, bien sûr, je vois pas pourquoi on ferait pas subir à tous ces cinglés le sort qu'on fait subir aux vaches, non? Ce que l'on pensait. Bah oui. Je ne demanderai pas à Karl ce qu'il en pense, parce que je ne voudrais pas le mettre dans une situation délicate. Voilà une idée à proposer. Si on tue les vaches folles, pourquoi au nom de l'égalité ne traiterait-on pas les fonctionnaires de la même manière? Voilà. Pas seulement les fonctionnaires d'ailleurs. Si on tue tous les fous, il va y avoir du travail pour les bourreaux. Voilà, donc ça s'appelle les lettres martiennes. Les lettres martiennes, ça se trouve dans toutes les bonnes maisons, c'est-à-dire 27 avenue du Ken. Voilà, je l'ai vu. Également à Chiré. Voilà, c'est vendu à Chiré, donc je rappelle l'adresse de Chiré. 86 190 BP1. Oui, ça il tient. Mais si vous ne mettez pas BP1, ça arrivera quand même. Vous mettez DPF, c'est pas mal. Et puis, vous mettez 86 190 Chiré en Montreuil. Voilà. Je signale que si vous voulez en savoir un petit peu plus, Daniel Raffard de Brienne et d'ailleurs Karl Lang vont nous accompagner pour le dîner, au moins pour le début de la soirée, et donc je crois qu'il reste encore quelques places, donc les auditeurs qui veulent dîner avec nous chez la Mère Agitée après l'émission peuvent téléphoner au 43 35 56 64 43 35 56 64 pour réserver leur place et pourront rencontrer Karl. Emmanuel, vous nous accompagnerez ou vous rejoignez votre petite famille? Je ne le savais pas. Eh ben, si je l'avais su, je serais venu. Mais alors, il veut s'occuper de sa famille, je le comprends. Et donc, vous pourrez en tout cas voir Karl et Daniel Raffard de Brienne. Je me tourne à présent. Est-ce qu'il y a des messages, ma bonne Victoria, avant que je ne tourne vers nos Ukrainiens? Les coordonnées, redemandait les coordonnées de Monsieur Ratier. Alors je l'ai dit, fait et document. Boîte postale 254 09 75 424 Paris CEDEX 09. Bien. Je me tourne maintenant vers Édouard Delumlay et Béatrice Basse pour leur demander de nous expliquer un peu ce que c'est que cette action étudiante pour l'Ukraine. Alors voilà, d'abord je vous remercie de nous avoir invités pour pouvoir présenter nos actions. Et donc notre association, l'Action étudiante pour l'Ukraine, organise plusieurs convois dans l'année qui sont à destination des Ukrainiens qui sont dans une situation économique très difficile. Et donc nous apportons en Ukraine des médicaments, essentiellement, de la nourriture et aussi différents matériels spécifiques. Parce qu'en fait, nous avons pensé que pour que l'aide soit efficace, il ne fallait pas qu'elle soit détournée par les différentes mafias très importantes là-bas. Et donc, il fallait passer par une communauté de moines gréco-catholiques, qui sont les moines studites. Et cette communauté a un rôle très important dans le pays, un véritable rôle de reconstruction, une sorte d'îlot de stabilité dans ce pays qui est en situation économique très difficile. Et donc nous cherchons à les aider
en apportant aussi du matériel spécifique, comme du matériel pour la restauration des icônes, par exemple. Parce que le pays a connu pendant la période soviétique d'innombrables destructions de bâtiments religieux, d'édifices religieux, et aussi de destruction d'icônes. Par exemple, on pense qu'il y a des dizaines de milliers d'icônes qui ont brûlé pendant cette période, et des milliers d'églises qui ont brûlé aussi pendant cette période. Et les icônes qui existent encore actuellement ont été en fait cachées par les paysans dans les campagnes, ont été cachées dans les greniers et dans les caves, et c'est comme ça qu'elles ont été sauvées. Et depuis 3-4 ans, les personnes qui ont sauvé ces icônes veulent les rendre à cette communauté de moines studites, et comme ça il y a plus d'un millier d'icônes actuellement qui ont été rendues, mais qui sont en état déplorable et qu'il faut restaurer, et bien sûr cette communauté n'a pas les moyens de le faire. Entre autres, cette communauté aussi accueille des enfants. Pardon, puisque vous parlez d'un point précis, quel est le matériel qu'il faut? Alors là, c'est tout un tas de. Là, c'est du matériel qu'on achète parce que c'est du matériel très spécifique. Oui. Pour donc c'est par exemple de la feuille d'or, mais aussi tout un tas de produits pour les enduits. Du blanc d'œuf. Bon, ça, ils peuvent le trouver sur place. Mais en fait, ce sont des produits qu'on trouve pas en Ukraine, qui sont. Ils doivent le manger, le blanc d'œuf là-bas. Non, parce en Ukraine, ils ont, je pense, c'est pas ils meurent pas de faim, quoi. C'est pas la principale difficulté. C'est-à-dire que tous ceux qui pouvaient mourir de faim sont déjà morts depuis longtemps. Et il faut quand même rappeler que tout le monde passe ça sous silence, que le peuple ukrainien a été génocidé par famine, scientifiquement organisé par. Dans les années 30. Par Staline dans les années 30, à l'époque où Hitler était ce qu'on appelait un petit agitateur sous Staline. Oui, dans les années 30, je crois qu'il y a, on annonce des chiffres comme 8 à 10 millions de personnes qui sont mortes à cause des famines organisées. C'est ça. Donc revenons alors, on peut donc participer financièrement pour vous aider à acheter du matériel. On peut nous participer financièrement en nous aidant à acheter ce matériel très spécifique. Et aussi, l'argent que nous récoltons permettra d'aider à la reconstruction des monastères qui ont été récupérés par ces communautés. Et les monastères qui ont été transformés en centres psychiatriques, il y a des quantités de monastères là-bas qui ont été transformés en sorte de maisons d'internement, pas du tout, c'est pas des centres médicalisés, quoi, c'est des maisons pour des fous et pour des personnes qui n'étaient pas folles mais qui étaient opposées au régime. Quoi. Oui, mais ce qui dans ce système est un signe de folie. Pour être un opposant, il faut être fou. À l'époque, il fallait être un peu fou pour être opposant. Et maintenant, donc, ils ont récupéré ces monastères, mais qui sont complètement détruits. Et souvent, les communistes en les quittant, les soviétiques en les quittant, ont pratiqué une sorte de politique de la terre brûlée, ont essayé de tout détruire donc, ils les reconstruisent. Et notamment, nous finançons la reconstruction d'un monastère dans la région, en Galicie, à l'est de la ville de Lviv. C'est le monastère d'Univ. Et actuellement, les moines sont en train de reconstruire tout ce qui est canalisation, chauffage, pour pouvoir accueillir les nombreuses vocations. Et donc, nous récoltons de l'argent aussi à cette intention. Et donc, pour le convoi que nous organisons pour Pâques, qui sera en Ukraine une semaine après le nôtre, selon le calendrier julien. Et donc, nous avons un camion qui part le 11 avril. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous apporter pour... Alors, ce qu'on peut nous apporter, c'est des médicaments, puisque nous alimentons une pharmacie gratuite qui est tenue par les moines dans le centre de cette ville. Et les moines redistribuent gratuitement ces médicaments aux populations qui ne peuvent pas s'acheter les médicaments. Donc nous récoltons des médicaments. Et puis nous récoltons aussi tout ce qui est nourriture non périssable. En fait, ça, on a trouvé des filières qui permettent de trouver des quantités assez importantes. Mais en fait, c'est surtout financièrement pour financer le camion, donc financer le problème. Il y a le problème du transporteur aussi. Je lance un appel pour des transporteurs éventuels avec lesquels on pourrait travailler régulièrement. Donc, on cherche des moyens financiers pour les transporteurs et aussi pour toutes ces opérations de restauration du monastère et de matériel de restauration. On va faire la pause technique traditionnelle et ensuite je vous demande encore de rester 2 minutes pour vous demander pourquoi vous faites ça, car il doit y avoir une raison cachée. Béatrice Basse.
Pourquoi vous intéressez-vous spécialement à l'Ukraine? Qu'est-ce qui motive cette passion? Alors, je vais vous faire une confidence. Il y a quelques mois, je ne connaissais pas encore l'Ukraine. C'est-à-dire que je faisais partie de ces 90% malheureusement de Français à qui, quand on posait la question, est-ce que vous connaissez Kiev ou Lviv, ou même quand on m'a dit tu vas partir à Lviv à Noël, j'ai dit ah oui, c'est dans le sud-ouest de la Russie. Déjà, vous en saviez plus que moi. Donc j'ai découvert... Moi, je croyais que ça s'appelait Lvov en plus. Oui, voilà, c'est le Lvov russe. J'ai donc découvert cette deuxième ville ukrainienne après Kiev, et j'ai découvert avec émerveillement donc l'histoire de l'Ukraine, la culture ukrainienne, les traditions ukrainiennes au cours de ces cérémonies de Noël. Et je cherchais à ce moment-là à consacrer un petit peu de temps donc à une action humanitaire. Alors je ne savais pas très bien. J'avoue que j'ai quelques réticences vis-à-vis de l'humanitaire, et j'ai trouvé que l'association Action étudiante pour l'Ukraine était une association humanitaire extrêmement intelligente, c'est-à-dire une association où on ne donne pas simplement un petit peu d'argent à la fin du carême pour se donner bonne conscience, mais où il y a un suivi tout d'abord. C'est-à-dire que quand on donne de l'argent, ou même quand on donne de son temps pour les jeunes étudiants qui veulent participer à cette association, on est sûr de donner son temps ou son argent pour une personnalité, par exemple, à Ouniv, pour un monastère à Ouniv, pour des petits orphelins que l'on va aider et à qui on va permettre, qui sont souvent tchernobylés, excusez-moi le terme, mais à qui on va permettre donc de passer des vacances justement à côté de ce monastère de Lviv. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement concret, et également c'est une action qui est extrêmement suivie. C'est-à-dire que cette association a été montée il y a 4 ans. Elle vit toujours, et elle est prête à vivre, je l'espère, encore pendant un certain nombre d'années. Et c'est donc une action, une association où l'on peut être sûr que on va partir pour des jeunes faire un camp cet été, mais où l'on est sûr de partir l'année prochaine et encore l'année suivante. C'est-à-dire que c'est quelque chose suivi, exactement. Et moi, je voulais justement participer à une association qui puisse donner ce suivi, qui puisse ainsi donner des relations également humaines. C'est extrêmement important. Quand les jeunes partent, il y a évidemment les convois humanitaires, mais il y a aussi des camps d'été où les jeunes étudiants partent l'été pour justement aider à la reconstruction de ces monastères, pour aider également à la restauration des fresques ou des icônes. Je pense que il y a à ce moment-là des contacts qui existent entre les jeunes étudiants ukrainiens et les jeunes étudiants français, et ça c'est quelque chose de fondamental. Il ne faut pas simplement donner de l'argent, il faut aussi donner de son temps, donner un petit peu de son cœur. Il y a également un aspect spirituel, puisque on base essentiellement cette action sur l'aide à des monastères et à des personnalités ou des personnes qui spirituellement vont également perpétuer les traditions ukrainiennes. Bon, ce que je vous propose, c'est de revenir nous en reparler. Vous partez dans combien de temps? Donc là, on part le 11 avril pour pouvoir passer les fêtes de Pâques gréco-catholiques avec les moines. Et nous retournons cet été pour... Alors revenez après, à votre retour d'Ukraine, venez nous raconter comment ça s'est passé, puis essayez de nous faire partager votre passion pour ce magnifique Avec pays. plaisir. Je pense qu'on peut redonner l'adresse de l'association. J'allais vous y inviter, absolument. Donc c'est notre adresse. Ces femmes, même jeunes, elles ont quand même l'esprit pratique. Hein, c'est formidable. Donc l'association, c'est Action étudiante pour l'Ukraine, et l'adresse est au 42 rue de la Bellefeuille, 92 100 Boulogne. Et il y a un numéro de téléphone qui est le 46 04 69 79. Alors vous allez me noter tout ça sur un bout de papier, et demain les auditeurs pourront appeler le 42 80 09 33, le libre journal de la France courtoise, qui est un journal imprimé, qui n'a rien à voir avec le journal radiophonique, je le précise une fois de plus parce qu'il y a des confusions. Ce n'est pas Radio Courtoisie, c'est le libre journal imprimé. Et l'abonnement est de 600 francs, je vous le dis aussi, au cas où ça vous intéresserait. C'est un peu plus cher que la lettre confidentielle de Ratier, mais c'est un peu différent. C'est même, on peut dire, carrément très différent. Merci de nous avoir suivis jusqu'à présent. Je vais laisser la parole à Victoria pour nous faire les petites annonces. Il faut annoncer l'exposition de notre ami Remacle. Qui a lieu en ce moment et jusqu'au vendredi 5 avril. De 16h à 20h, ce sont des peintures, des aquarelles, des pastels, et ça a lieu au 13 rue de Saint-Marceau dans le 17e.
Le téléphone où vous pouvez avoir les renseignements, c'est le 46 22 46 58. Très bon peintre, Romac. Il fait des vues de Venise qui sont superbes. Alors, présence de la Vous n'êtes pas d'accord, monsieur Ami? Le samedi 30 mars, à 15h, 165 rue du Faubourg Saint-Honoré, une plaque sera apposée sur l'immeuble où il a vécu lorsqu'il était parisien. Et à 16h, à la mairie du 8e arrondissement, 3 rue de Lisbonne, conférence de Marie-Madeleine Martin sur l'œuvre de Jean de la Varande devant Paris et devant la France. Et pourquoi la Brassier n'est pas invitée? Oui, elle vient de faire 2 très beaux livres. Elle a fait des choses magnifiques sur la Varande, la Brassier. Moi, je lis ce qu'on me donne. Voilà. Journée Louis-Ferdinand Céline. Ça se passe le samedi 30 mars de 15 à 19h à IFG, salle Jean-Benoît, 37 quai de Grenelle, Paris 15e. Participation aux frais 100 francs, avec la participation d'Alain de Benoît, Anne-Henri, l'invité d'honneur est Colette Détouche, la fille de l'écrivain. Lecture de textes de Céline et hommage à Robert Le Vigan, avec la participation de François Le Cauchois, Hervé Le Botter, Éric Mazet, projection d'un film documentaire sur Le Vigan en Argentine. Non, on n'a pas de vérité. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, la Varande sans Brassier, Céline sans Monnier et sans Brignot. Mais par contre, vous pouvez aller boire. Forisson non plus n'y est pas. Retrouver. Le plus grand spécialiste de Céline. Professeur Forisson, c'est le plus grand spécialiste de Céline, je vous le dis comme je le pense. Vous ne me le dites pas à moi, vous le dites à eux. Bon, oui, alors il faudra leur signaler, avant de me donner les annonces à lire. Et puis alors, Célier-Saint-Paul, ça c'était intéressant, 14 rue des Jardins Saint-Paul, dans le 4e, le samedi 30 mars de 10h à 18h. Vous pouvez aller déguster les vins de... Avec modération, faut toujours... Avec modération, Hubert Révolte, Arnaud Gère... Et Pierre Coquard. Arnaud Jaillir. Oh, Jaillir, ça je sais. Et Pierre C'est vous qui errez, ma pauvre femme. Et voilà, alors bon, il vous fera des propositions honnêtes sur les vins qu'il a à vendre. Et ça se passe 14 rue des Jardins Saint-Paul. Oh, quelle belle adresse. Alors là, Clovis, on s'occupe beaucoup de Clovis, voilà, mais... Clovis c'est fait, il veut prendre la parole. Il est en train de me les enlever vite fait parce qu'il pense qu'il ira plus vite que moi. Bon, et puis alors je vous signale que chez Valérie, 21 rue Campagne Première, tous les derniers jeudis du mois, vous pourrez entendre chanter le docteur Merlin. Donc ce soir, vous pouvez venir, vous ne risquez rien. C'est pas un jeudi. Voilà. Le dernier jeudi du mois, alors, Merlin redites-nous chante. une fois Non, il chante très bien. Redites-nous une fois les coordonnées de l'association pour l'Ukraine. C'est 42 rue de la Bellefeuille, 92 100 à Boulogne. Bonsoir, merci, à la semaine prochaine. Que Dieu nous garde.